Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous, c'est oui, 20h pétante. On est ensemble en live sur cette antenne de Beurre FM, tranquillement avec vous, chers auditrices et auditeurs, bien installés à la maison, au travail encore, ou même dans les transports ou en voiture. Vous écoutez la plus belle des radios. Au programme de cette émission, on va parler de quoi aujourd'hui, jeudi 12 septembre, on va parler de Madrid et son Kylian Mbappé, la star mondiale. Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain et sa fameuse solution pour le Paris Saint-Germain. Et aussi on parlera de F1, et oui, les paddocks, le Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan, c'est ce week-end, dimanche. Justement, on en parlera avec toute l'équipe de Time Sport qui m'accompagne ce soir. 20h pétante, le numéro du standard, on le rappelle, rien que pour vous, le 01 53 48 3000 d'ailleurs. Le sujet, le débat du jour. Avec le temps, Mbappé sera-t-il plus fort du côté de Madrid? C'est la question que l'on s'est posée avec toute l'équipe de Time Sport. Allez, on vous la pose ce soir. On est en live avec vous jusqu'à 21h. C'est parti, je vais présenter la fine équipe qui m'accompagne. Time Sport, le ras-le-bol. Allez, ce soir, on a deux nouveaux élèves, deux consultants qui font leur rentrée. Bonsoir Adnan, comment ça va? Bonsoir Bilal. Bonne rentrée Adnan. Ah oui, une rentrée sans préparation. Oui, ah ouais. Sans préparation, ça va tranquillement. Ah ben ça fait plaisir. Non, pour dire que j'ai pas eu de vacances, oui. J'ai bossé, mais il bosse toujours Adnan. Toujours motivé. Et il est toujours à l'écoute Adnan. Justement, quand il rentre du travail, il est là à l'écoute. Et oui, c'est pas passé inaperçu Adnan, hein. Le fait du capitanat concernant Kylian Mbappé. On va revenir peut-être avec Juan José qui a passé ses vacances peut-être dans le sud de l'Europe. Et oui, sur la plaine ibérique, c'est ça Juan José. Une bonne rentrée. Bonne rentrée, buenas tardes a todos. Effectivement, j'ai fait ma rentrée sur Beurre FM. Mais je suis pas nouveau non plus. Hein. Ouais, on est là depuis le début, donc ça fait déjà quelques années qu'on est là. Quand on regarde en arrière, maintenant, on peut raconter des histoires à Beurre FM. C'est vrai. Mais et j'étais effectivement en Espagne. J'ai profité pour voir du football, des matchs de préparation. Mais je ne suis pas allé à Madrid voir Mbappé. Aïe, il n'est pas allé. Peut-être lui, il ira. C'est Mathieu. Bonsoir Mathieu, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde, ça va très bien. Peut-être, pourquoi pas. Bon bah ouais, ça serait intéressant. Santiago Bernabéu, Nasser va y aller, hein. Il a dit j'irai le voir, ouais. Donc non, pourquoi pas. On essaiera de descendre avec lui. Il y a de beaux sujets et puis je suis ravi de retrouver Juan José et Adnan. Donc c'est ça, nous aussi. On va bien s'amuser ce sur soir. Cette antenne. On va bien s'amuser. Madrid, les Colchoneros aussi. Quand on pense aux Colchoneros, on pense aussi à notre réalisateur Solal. Bonsoir Solal, comment ça va? Ça va très très bien, chers amis, voilà. Vous allez bien. Écoutez, 20h, 21h, quotidienne sportive, évidemment Beurre FM, vous nous retrouvez partout sur les ondes, sur l'application aussi. Si vous avez manqué tout simplement une émission, ça se retrouve très facilement sur internet. Vous tapez BEUR espace FM, Beurre FM, tout simplement pour retrouver les intervenants, les chroniqueurs, nos magnifiques animateurs qui sont toujours là en place, tout comme Bilal qui a déboutonné le bouton. Et oui, on lui a fait la remarque hier, il a pas trop apprécié. Il avait mis le lundi avec le mardi. Aujourd'hui, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est en moto, Adnan. C'est ça. C'est pour ça, pour pas attraper la crève. Ouais, hier, l'alphabet, elle était pas mal aussi, hein. Ça a été bien repris, hein, sur les réseaux sociaux. À revoir sur Beurre FM comme on le disait. Même sur les réseaux sociaux avec Aurélien. Je crois que ça a déjà fait le tour de la planète, là. Voilà, ça va vite. C'est sûr, ça va très très vite. Justement, on va reparler de cette Ligue 1 McDonald's, hein, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Mais on va revenir sur Kylian Mbappé, le Real Madrid. Eh oui, Adnan, on en parle tant et encore de Kylian, hein, avec l'équipe de France, avec Madrid, on l'espère. En tout cas, il est assez serein, Cristiano Ronaldo, CR7, hein, sur son passage à Madrid pour Kylian. Oui, enfin, encore une fois, CR7, il peut dire ce qu'il veut, mais lui a réussi. Il en a vu d'autres, justement, qui se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis, et pas des moindres. D'autres qui ont su être patients, justement, pour pouvoir... Rappelez-vous, on en parlait l'année dernière. Moi, j'avais dit que c'était pas facile, justement, qu'il allait pas venir, justement, en terrain conquis, qu'il y a une phase d'adaptation. Voilà. Kylian Mbappé, logiquement, il doit être, justement, dans sa force de l'âge, dans les 27-28 ans, dans les 2 prochaines années à venir. Oui. Et c'est le pic pour un footballeur. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il est sorti de sa zone de confort. Et je pense, en tout cas c'est mon avis, qu'il va devoir remettre à zéro son logiciel, que ce soit au niveau tactique, au niveau mental, au niveau tout ça, pour se réadapter justement à celui du Real, qui est d'un club d'une envergure qui est tout autre. Là on parle du toit du monde, du sommet du monde. Ouais. Le meilleur, quoi. Le meilleur. Et la pression, il l'a dit, Cristiano, n'est pas la même. Les supporters ne sont pas les mêmes. La presse n'est pas la même. Il va devoir s'adapter. Et moi, je peux vous dire que le chemin va être très long.
Très long. Ouais, Juan José. Alors, tu en penses quoi? Je ne sais pas s'il sera long, mais effectivement, il y a une période d'adaptation qui est obligatoire. Parce qu'il y a quand même deux choses dont il faut tenir compte. La première chose, c'est que sa saison a été assez bizarre du côté du PSG, avec énormément de problèmes. Rappelons-nous qu'il y a un peu plus d'un an, il avait été mis à l'écart du PSG, réintégré dans l'équipe en échange d'un accord de renoncement à un certain nombre de primes. Rappelons-nous qu'effectivement aussi, il y a eu quand même la coupe d'Europe où les joueurs sont ressortis assez marqués, assez fatigués. C'est une réalité. Et puis tu as fait raison. Il arrive dans un nouveau club où il est sorti de sa zone de confort, ce qui est tout à fait logique, et il arrive dans un club qui l'attend, mais dans un club qui n'est pas un terrain conquis, déjà parce qu'il ne joue pas à sa place habituelle, habitué à jouer du côté gauche souvent ou là où il voulait. Là, il est obligé de jouer dans une position beaucoup plus axiale. Il est obligé de apprendre à jouer avec des joueurs comme Rodrigo à côté droit, Valverde, voire Bellingham juste derrière lui, ou encore et surtout Vinicius. Et donc tout ça, c'est un apprentissage. À Paris, c'était peut-être le roi du vestiaire. Le seul problème, c'est que du côté des Madrid, des rois, il y en a un paquet. Ouais, ça c'est... Ouais, il y a un paquet, et puis il y a surtout un mec, moi qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Luka Modric. On peut dire que c'est le roi du vestiaire à Madrid, puisque Toni Kroos... qui est pas titulaire. Ouais, mais il est pas titulaire, mais avec les titres qu'il a gagnés, l'expérience, son football, son côté tactique, technique, il reste quand même le leader. Après, Vinicius est quand même devant lui. Bellingham a un an d'avance sur lui aussi. Valverde est devant lui. On a Rudiger également, même s'il est arrivé il y a pas longtemps. Mais j'ai aucun doute du fait que Mbappé va bien s'acclimater au vestiaire du Real Madrid, parce que ces derniers temps on lui reproche la différence qu'il y a entre aujourd'hui et quand il a commencé sa carrière en termes de communication. Ouais, surtout la Pompée Monaco. Mais il est très intelligent, et en termes de communication, être aussi fort en communication aussi jeune, j'ai rarement vu ça. Maintenant, techniquement, il a pas perdu son football du jour au lendemain. Mathieu, il y a un truc en moi. Mathieu, je suis désolé. Mais tu sais la petite étincelle qu'il y avait avant, le petit coup de rein où il mettait 3 mètres justement à son défenseur, tu vois sa supériorité, même ce qu'il dégageait, ne serait-ce qu'en rentrant sur le terrain, il l'a plus ça. Mais parce qu'il l'a plus. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il est plus lourd. Parce qu'il a voulu aller à la salle. Il a voulu aller à la salle. Il a voulu prendre du muscle. Ouais. Mais sauf que c'est mathématique. Hein. Tu prends du muscle, mais t'es moins léger. Et t'es plus lourd. Et pour les courses à haute intensité qu'il peut faire, enfin des appels en profondeur qu'il ne fait plus. C'est là où je te rejoins. Oui, mais là. C'est là où on se pose des questions, Mathieu. Il a perdu de son côté naturel parce qu'il a voulu faire, parce que c'est la mode aujourd'hui. Ouais. Bon, écoutez, n'oublions pas quand même quelque chose d'important. Hein. Alors c'est quoi? Tout ça c'est vrai, d'accord. Bien sûr. On est le 12 septembre. Ouais. Il vient de reprendre les entraînements à peine 3 semaines, un mois. Oui, mais ça fait un petit moment. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il a eu une saison très compliquée, très longue, beaucoup de matchs, beaucoup de fatigue accumulée. À Madrid, on l'attendait pas pour la première partie de la saison, entre septembre et octobre. On attendait lui qu'il arrive à un bon niveau à partir du mois de novembre. Il n'arrivera pas avant, mais physiquement, il faut tenir le rythme. Le rythme au Real Madrid, au nombre des matchs et en intensité, pas du tout pareil comme en France. Donc, il faut lui laisser le temps. Je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a des joueurs qui sont arrivés. Il y a Endrick, le Brésilien aussi, qui est arrivé, mais qui est très jeune. Hein. Il est arrivé comme Vinicius, à peine 18 ans, et qu'il va falloir le former. Il y a Arda Güler aussi, qui est là, qui a fait un très beau Euro à un moment donné, mais qui n'a pas encore sa place non plus de titulaire. Donc, en fait, là, il a beaucoup moins de pression qu'il avait à Paris. Oui, Ron. Parce il sait parfaitement qu'on n'attend pas de lui tout de suite
ses performances parisiennes ou ses performances en équipe de France. Mais l'attente, elle est là. Par contre, effectivement, si au mois de janvier, ça reste, ça traîne encore, on va se poser des questions. Mais je suis convaincu. On se les pose les questions à Madrid. Non, on se pose pas tellement des questions. Pour l'instant, on se pose pas tellement des questions. Parce qu'on sait qu'effectivement, il y a une période d'adaptation et surtout, il y a cette fatigue physique qui l'a amené avec lui. On lui donne le temps aussi de récupérer. La Ligue des Champions arrive la semaine prochaine, Juan José. Et puis, tactiquement, encore une fois, il doit apprendre à jouer dans un club où il est obligé de faire des efforts défensifs. Est-ce que vous le voyez faire beaucoup d'efforts défensifs à Paris à l'époque? Pas énormément. Là, à Madrid, il est obligé aussi de faire des efforts défensifs. Donc, quelque part, il a le temps, mais effectivement, peut-être qu'au mois de novembre, on pourra se poser la question s'il est toujours au même niveau. Mais c'est là où je voulais en venir. On verra dès la semaine prochaine, faut le rappeler. Il l'a changé. Et tu sais, quand tu commences à faire des efforts justement défensifs, justement sur une année où tu n'as jamais été habitué à le faire, tu es moins lucide justement devant le but, tu fais moins d'efforts justement dans les fins de match. Et aujourd'hui, Ancelotti, quand il va perdre 1, 2, 3 matchs, ou alors son attaque va rester muette 1, 2, 3 matchs, lui, il n'a pas le temps. Alors peut-être la presse, elle patiente jusqu'au mois d'octobre, novembre, en disant on sait que voilà, c'est vite dit, ça va revenir encore. Mais l'entraîneur, lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. L'entraîneur, il n'a pas le temps. Il y a un banc. C'est Ancelotti. S'il y a quelqu'un qui peut donner le temps à Mbappé, c'est Carlo. C'est vraiment Ancelotti. Mais déjà parce qu'il a aussi une profondeur de banc qui lui permet de. Oui, mais qu'elle est dans longue. Mais qu'elle est dans l'ombre aussi. À un moment, entre ça, on peut pas le négliger. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a quand même 3 ou 4 entraîneurs aujourd'hui en Europe qui font vraiment la différence. Et parmi eux, il y a Ancelotti. Parce qu'il y a aussi une compréhension de ce qu'est un joueur de haut niveau qui lui permet effectivement de lui donner le temps nécessaire. Encore une fois, ça va pas arriver au mois de janvier, il va traîner les pieds parce qu'à ce moment-là, on se posera des questions. Mais là, pour l'instant, c'est pas du tout inquiétant. Tout simplement, il a joué quand même 5 matchs. Il n'a mis que 3 buts. Il est loin des 9 buts marqués en 4 matchs par Cristiano Ronaldo quand il est arrivé, mais c'était il y a 12 ans. En Angleterre, d'Erling Haaland. Depuis le football a changé aussi. Donc non, il faut pas trop s'inquiéter pour l'instant. Et puis laissez-le s'adapter à un nouveau système qui est quand même mardi 17 septembre, le match 21h, le Real face à Stuttgart. Mais les Allemands. Il va falloir en mettre là. D'aller le voir. Oui, il va falloir les battre, bien sûr, avec ce nouveau système de la Ligue des Champions. Sur 3 jours. Mais vous, Français, vous, Parisiens, si vous voulez voir Mbappé, attendez le 2 octobre et partez Lille, puisqu'il y a Lille, le Real Madrid. Lille-Real Madrid, c'est ça. Donc c'est peut-être l'opportunité de voir le 2 octobre quel est le niveau, le vrai niveau de Mbappé. Peut-être qu'il va se réveiller face à Lille ce 2 octobre. C'est bientôt, c'est dans 3 semaines à peine. C'est bientôt, les matchs commencent dès mardi, cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Vas-y Mathieu, après, réaction. Juan José, Annan, vous avez un peu tous les deux raison, dans le sens où Kylian Mbappé nous a habitués à des standards tellement élevés qu'on a envie de le voir fonctionner tout de suite et maintenant. Maintenant, là où je te rejoins, Juan José, c'est que il y a une adaptation, c'est sûr. Mais sur certains joueurs, on réclame une adaptation immédiate. Mais c'est surtout qu'on n'a pas de signe positif. Et pour il accroche le wagon d'adaptation. Et c'est là où il y a un trop gros écart par rapport aux autres joueurs. Il n'y a pas de connexion. Tu vois, la connexion, elle est bizarre. Et je sais que ça prend du temps, Juan. On a le meilleur exemple, ça a été Zidane qui a mis 6 mois justement avant de s'adapter. C'est vrai, il avait mis longtemps. Mais à l'époque, tu peux pas me dire le contraire. La presse l'a pas épargné. Ils ont pas dit oui, on va attendre un petit peu, etc. Contre il n'a pas tort là. Oui, il a dû avoir un fameux match contre le Deportivo de Corogne, etc. Ça fait 17 ans, Zidane, quand il est arrivé. Donc, non, mais je te donne parce que c'est le cas français. Mais une Telar qui sont arrivés, qui sont repartis aussitôt. Il y en a eu plein qui n'ont pas su s'adapter. Et moi, j'ai peur pour lui. On espère. Pour lui. L'adaptation. Après, c'est sûr que Carlo Ancelotti, il est tranquille. Tu parlais de Hendrix, tu parlais d'Arda Güler. S'il veut ne pas être à son niveau jusqu'en février, il a de quoi faire derrière. Carlo Ancelotti. Les joueurs, ils vont mettre la pression. Ça va aller. À un moment, ça va aller. Dans le club le plus médiatisé au monde. Après, si Kylian Mbappé ne veut pas se remettre au travail et se remettre à son niveau, il y a des jeunes derrière qui poussent
Et ça, c'est son problème à Kylian. C'est pas le problème de Carlo Ancelotti. Ah bah ça aussi. Allez, une petite info avant la première pause avec Solal à la réalisation. Oui, tout à fait. Time Sport premier sur l'info, ça vous aurait pas échappé. On parlait de Français. Ballon d'Or 3e place. Il y a pas que Mbappé qui l'a fait. Il y a aussi un certain Ribéry, ex-international français, qui a fait ses marques et ses classes dans de nombreux clubs tels que le Bayern de Munich, ainsi que la Fiorentina. Fiorentina où il a passé son diplôme d'entraîneur UFAA. Et oui, ça, c'est un symbole. Ce joueur-là qu'on pensait comme un déchet du football, un détritus du football français, a su nous montrer l'inverse à de multiples reprises. Moi, je l'ai connu à Boulogne-sur-Mer quand il avait 19 ans, etc. Franchement, c'est un mec en or. Bien mais sûr. Vraiment. Et merci pour l'info, Solal. Et c'est justement un beau pied de nez à ce phénomène qui a réussi, malgré les critiques, à montrer qu'aujourd'hui, il parle non seulement allemand, mais italien, français, anglais. Non, mais c'est vrai. Et qu'en tant qu'entraîneur, c'est une extrême avance. On l'attend sur les terrains. On l'observera. Quel plaisir de voir un Ribéry. Enfin, peut-être sur le banc des grands clubs. Qui sait? Real de Madrid, peut-être pas. Après Ancelotti. Pourquoi pas commencer par Marseille aussi? Bayern de Munich, ce serait pas mal. Ou Marseille aussi. Ça serait pas mal. On avait dit la même chose de Gattuso, on rigole un petit peu justement lorsqu'il a reçu son diplôme d'entraîneur. Et il fait pas une grande carrière non plus, mais il mène sa barque et voilà. Donc sait-on jamais, attention Anan. Sait-on jamais, quand Jürgen Klopp est arrivé entraîneur, beaucoup se moquaient de lui. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Un grand joueur français où on se moquait de lui aussi. Un certain Fernandez. Et c'est le seul entraîneur français qui a gagné la Coupe des Coupes. C'est vrai, la Coupe des Coupes. Voilà. Il en a gagné une ou deux coupes, comme Raymond Goethals en 93. C'est vrai, les deux entraîneurs dans le championnat français. C'est pas faux. Il faut le rappeler. Et tu fais si bien de le dire à l'antenne. Une courte pause et on va revenir. Ça fait sourire Mathieu. Je sais pas si c'est Mbappé ou peut-être Didier Deschamps qui le fait sourire. Hein. On aura le fin mot de l'affaire justement. Vous restez avec nous et on revient rapidement. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h20. On est ensemble jusqu'à 21h avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Avec Mathieu qui m'accompagne ce soir, Juan José, Adnan, on parlait de Ribéry. Bravo à Franck Ribéry, justement, ancien international français, diplômé de ce fameux certificat d'entraîneur UEFA. Qu'on peut appeler Bilal également. Oui, Bilal. Allez, Bilal, voilà. Voilà. Bilal, comme tu veux. Il y a pas de problème. Voilà, il a bien le pouce, le pouce de Solal à la réalisation. Il se fera un plaisir. Parce qu'après les lettres de l'alphabet, c'est les mots. Voilà, l'antenne. Voilà, on va vous lancer l'alphabet. Il y a pas de problème. Aurélien Duhart qui nous écoute ce soir aussi. En tout cas, allez, on va s'attarder encore une fois sur le dossier de Kylian Mbappé. Time Sport. La parole des sociaux. Oui, Mathieu. J'aimerais juste parce que j'étais pas là hier soir. Oui. J'aurais une pensée pour Monsieur Didier Roustan. Monsieur Didier Roustan. Donc voilà, un grand monsieur du football qui nous a quittés hier. Donc un petit mot pour lui ce soir. Oui, on l'a dédié justement l'émission d'hier soir. Et oui, on le connaissait tant. Il était venu dans ce studio assez sympa. Juan José, tu étais là quand on l'avait accueilli? Parce qu'on l'a accueilli pas mal de fois, des fois au téléphone, des fois sur le plateau. J'ai jamais été avec lui. Un Didier ici sur Beurre FM. El Padrino, oui. Je l'ai côtoyé à l'époque où j'étais sur iTélé à 20h Foot. C'est ça. Où j'ai fait plusieurs émissions avec lui, pas énormément. J'ai fait 2 ou 3 émissions avec lui. Mais c'est vrai que en tant que supporter de foot et en tant que journaliste, je le connaissais depuis très longtemps. Bien sûr. Donc qui connaît pas Juan José aussi. Après à son passage par TF1, mais surtout j'ai appris à le connaître beaucoup mieux quand il est arrivé sur la chaîne L'équipe. Parce que il a toujours été très disponible, et quand il expliquait le foot, effectivement, il était très didactique, il expliquait bien, il prenait le temps de le faire. À l'époque, c'était la chaîne Équipe qui n'avait pas autant de téléspectateurs, donc il pouvait prendre le temps de. C'est vrai. C'était nouveau aussi. De s'exprimer, donc c'était très particulier. Et surtout, son amour pour le foot latino-américain, puisque c'était pas spécialement le foot espagnol, mais le foot latino-américain. Du foot latino-américain, et aussi africain, mais aussi argentin. Pas que, mais collable sur l'Argentine. Il est né de mémoire, si je ne me trompe pas, il est né au Ghana. Il est né au Ghana. Brazzaville.
à Brazzaville, au Congo-Brazza. Congo-Brazza, son papa, voilà. Exactement. Et après, ils sont arrivés à Marseille. De Marseille, après, sa mère, je crois, elle était cannoise, je sais plus, c'était ça. Et il a grandi aussi à Cannes. Voilà. Et il avait joué du côté de l'AS Cannes. On avait parlé, Bilal, en off, mais je l'avais suivi justement dans son anecdote où il racontait justement la création des syndicats des footballeurs. Oui, c'était sympa. Ça aussi. Où il est parti chercher Maradona, Salif Keita, Eric Cantona. Et voilà. Et Cantona a dit si Maradona vient, moi j'y vais, etc. Et non, ça a été une aventure formidable. Mais c'était. Il s'est cassé la tête. Mais alors Mathieu, vois, comme disait Juan Rossi, il expliquait tellement bien, il faisait partie de ces journalistes passionnés. Mais très passionnés. À partir du moment où il commençait à t'expliquer quelque chose, t'étais là et tu l'écoutes, quoi. Tu vois, alors. Enfin voilà, c'est pas c'est pas tous les journalistes qui ont ce pouvoir-là. Quoi. Après, il était en avance dans son temps où c'était l'un des seuls journalistes qui avait les codes de footballeurs. C'est-à-dire qu'ils pouvaient s'asseoir à leur table, rigoler avec eux. L'aimait beaucoup. Basile Boli, entre autres, beaucoup. Fernandel. Et qui leur faisait faire justement des choses sur lesquelles aucun autre journaliste ils auraient accepté. Voilà, aucun. Hier, nos confrères de l'équipe avaient justement dédié la soirée à Didier Roustan, paix à son âme, et on voyait carrément. Il fallait le faire. Il a ramené un loup dans les vestiaires de l'Olympique de Marseille avec Raymond Goethals. Non, mais c'était fou quand même. Un loup se baladait, dans les vestiaires. C'était fou. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on avait un loup qui se baladait avec Bellingham, avec Kylian Mbappé dans les vestiaires du Real Madrid. Non, mais ça, c'est quelque chose. Ou même du Paris Saint-Germain. Non, mais c'est fou. Une autre époque. Une autre époque. Ce football-là. Vraiment. Une autre époque. Il a fait, mais c'est vrai. On comprenait rien. On ressortait avec un doctorat en football. Donc aujourd'hui, tu ne regardes pas quand tu dis un loup s'est baladé dans le vestiaire du Real Madrid à côté des. Pourtant, il y en a des loups dans les vestiaires. Il y en a quelques-uns dans le couloir. Il y en a des loups. Mais là, tu ne verras plus. Des gars, on s'approche plus. Il y a beaucoup de loups dans les gars, on s'approche plus du vestiaire des joueurs pros. C'est très compliqué. Parenthèse. Monsieur Didier Roustan, on prend le temps. C'est une réalité. Mais toi, quand on parlait tout à l'heure du cas Real Madrid, c'est vrai qu'on a essayé de préserver, depuis quelques années, on a essayé de préserver l'intimité du vestiaire. Bon, elle a toujours été préservée, c'est la réalité. C'est ça. Maintenant, il y a d'autres intérêts, surtout d'intérêts médiatiques et des communications qu'il faut tout contrôler, et donc même la vie à l'intérieur d'un vestiaire. Je rappelle avant contre C. J'ai pas eu la chance de le faire, mais avant on avait le droit de rentrer dans les vestiaires. En tant que journaliste, il n'y avait qu'un vestiaire où tu pouvais pas rentrer. C'était celui d'Auxerre, avec Giroud qui était devant la porte et qui laissait pas rentrer. C'est vrai. Mais carrément. Mais sur on pourrait faire une émission spéciale anecdote Giroud. On l'avait reçu, Monsieur Giroud. Monsieur Giroud, on l'avait reçu. Et je tiens à rappeler aussi que quand il était venu à l'époque sur cette antenne en plateau, Didier, et on avait regardé, ça fera penser à pas mal d'auditeurs, d'auditrices. C'était le soir de la rencontre aussi de l'Algérie, qui était championne d'Afrique. Voilà, on s'était bien marré. On s'était bien marré avec Mamadou. Pour la petite anecdote, je l'avais rencontré justement. Il disputait la finale de la Coupe de France lors du doublé d'Auxerre où ils avaient gagné le championnat et la coupe en 96, et il était venu s'entraîner justement sur le stade de Porte-Fontaine à Versailles ou Montboron d'ailleurs, et il nous avait laissé rentrer justement dans le bus, etc. C'était génial, on avait vu les joueurs et c'était assez sympa. C'était quelqu'un de très spécial. J'ai travaillé souvent avec lui à l'époque d'Europe 1. Et c'est vrai qu'il a une distance par rapport à ce qu'il raconte. Il a un tel vécu. Qu'il a vraiment de la distance dans tout ce qu'il raconte. Il est capable d'analyser beaucoup plus rapidement que les autres, et ça n'a rien à voir le fait qu'il ait plus de 80 ans, parce que il a du mal à marcher, mais par contre sa tête, quand on parle de foot, va très vite. Il a toujours la mécanique. Et puis dans sa tête. Et puis il y a ça, c'est quantité d'anecdotes qu'il est capable de te sortir, et des histoires avec tout le monde, puisque c'est quelqu'un qui en avait beaucoup. Mais même Didier Roustan, 50 ans qui est dans le monde du football. Quand il raconte une histoire, c'est vrai qu'il t'emmenait. C'est passionnant. T'avais juste à fermer les yeux et tu vivais. On était presque dans un film. De toute façon, il était amoureux aussi du 7e art, et c'est vrai que c'était assez incroyable. Les pensées envers la famille de Monsieur Didier Roustan, aussi de tous les amoureux du football, sans oublier aussi Dimitri et son fils qui nous écoutent quelquefois, qui nous pensons, et aussi Chekib d'Échecs et Match qui nous dit: j'adorerais, Solal, bosser avec le coach Ribéry. Voilà.
pour le rapporter. Ah ben oui, c'est chez Kim. Camoré, pourquoi pas essayer d'être dans le staff de Franck Ribéry. Ah ben, monsieur Ribéry, si vous nous écoutez, travailler avec Ribéry parce que c'est quelqu'un des caractériels. Travailler avec lui peut-être assez compliqué. Mais moi, je voulais vous donner quand même. Allez, vas-y. En parlant de Mbappé, on a parlé du 2 octobre, ce match donc du Real qui va se déplacer à Lille en Champions League. Mais 3 jours avant, il a un rendez-vous qu'il ne faut pas rater par contre. Bien sûr. L'Atlético Madrid, c'est le premier derby. Le 29 septembre. Le derby. À l'Atlético. Donc, au stade de l'Atlético Madrid. Et là, par contre, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas les retrouvailles avec son meilleur copain, Antoine Griezmann. Voilà, ils vont se retrouver. Peut-être qu'effectivement. Il y aura sûrement Didier dans les tribunes. Avant, c'était Benzema, Griezmann. Maintenant, ça sera Mbappé et Griezmann. Non, mais ça promet, puisqu'il y aura quand même quelques Français sur le terrain, puisque Ferland Mendy sera normalement aussi titulaire. Donc, il va y avoir des Français. Bien sûr. Peut-être les marques. On y croit justement. Et oui, ça fait sourire, on ne sait pas pourquoi, mais ça le fait sourire en tout cas. Le Paris Saint-Germain, et oui, la solution peut-être de notre Espagnol, Luis Enrique, oui Mathieu. La solution c'est bon. La solution c'est bon. Bah oui. Oui, c'est ça. Kylian Mbappé est parti au Real Madrid. Est parti. Non mais tout va bien, bien sûr. Sans critiquer personne. Non mais c'est la solution. C'est la solution. La solution c'était ça. Le Paris Saint-Germain, ça fait combien de temps que le Paris Saint-Germain n'a pas aussi bien joué? Ça fait parce que le dernier match contre Lille, ça a vraiment été le plus gros test pour l'instant, sur manquer de respect à Montpellier et au Havre. Et Lille, j'ai trouvé, a fait un super match. Et le Paris Saint-Germain s'impose 3-1. Alors oui, il y a eu le but refusé du 2 partout qui aurait tout changé peut-être à 5 minutes de la fin. Mais le Paris Saint-Germain a fait un match d'équipe. Le Paris Saint-Germain a fait un match collectif. Emmené par le nouveau Mbappé, parce qu'on aime bien l'appeler comme ça, Barcola. Parce que, mais Juan Rossi, tu vois, tu rigoles, mais dans certaines phases de jeu de Barcola, je revois Kylian Mbappé. Jeune. Jeune, rapide. Je revois Kylian Mbappé de Monaco. Aussi. Le but qu'il marque contre Montpellier, où il part de son camp et il dribble 3-4, mais juste, il pousse le ballon, il va très vite. Et derrière, devant le but, il est clinique. J'ai revu un flashback de Kylian Mbappé à l'AS Monaco. Mais cette équipe du Paris Saint-Germain là, elle est bien construite. Le recrutement, il a été intelligent. João Neves est exceptionnel. João Neves, avec son short, son maillot rentré dans le short un peu à l'ancienne. Il reçoit, il distribue, il reçoit, il distribue. Attention, là on parle de la Ligue 1. Non mais alors voilà, c'est terminé, t'inquiète pas. Bien sûr. D'accord. On va voir. Je veux bien. Il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine. Le PSG, etc. Il se balade. Mais ça reste la Ligue 1. Ça reste Ligue 1 McDonald's. Une compétition dans laquelle on n'avait aucun doute sur le fait que avec ou sans Kylian Mbappé, l'équipe elle allait tourner. Oui, mais ça peut bien jouer ou non. Là où je te rejoins, ça a joué psychologiquement sur Barcola, où il est beaucoup plus à l'aise, il a pris les clés de l'équipe et il est plus libéré. On va dire ça comme ça. Mais encore une fois, on parle du milieu de terrain du PSG. Est-ce que physiquement ça va suffire en Ligue des Champions? C'est là où on les attend. On les attend pas en championnat. Bien sûr. Adnan, je te parle à l'instant T. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça fait plus de 10 ans. Bien sûr qu'ils doivent, s'ils veulent, ils doivent gagner les 34 matchs. Oui. S'ils veulent, ils gagnent les 34 matchs. Maintenant, ça va être compliqué. Il y a quelques équipes là qui s'ils le veulent, avec l'intelligence du recrutement, Marseille, Monaco, le petit Pacho en défense centrale, c'est excellent. À côté d'un Marquinhos qui maintenant ça fait 12 ans, 13 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Il est installé. Mais Marquinhos, on connaît son problème. C'est dès qu'il va être face à la difficulté psychologique, etc., il va lâcher. Et là, il n'y a pas d'opposition. Mais c'est peut-être mieux d'avoir un petit jeune qui est à fond comme Pacho plutôt que d'avoir Skriniar qui est en dépression. On est d'accord, mais les années d'avant, t'avais pas de joueurs en face, t'avais pas d'adversité, etc. Là, c'est plus la même donne. Là, face à un Greenwood de Marseille, par exemple, qui a le niveau
international, qui est le crack qu'on annonce, etc. On va voir comment ça va se passer. On verra bien. On verra bien. Anan, c'est pas faux. Il a pas tort. Ça arrive vite. Alors, on te donne la parole. Vas-y, Solal, avant de retrouver. Bien sûr. Avant de parler de cette alchimie du PSG, de cette alchimie, je parlais de chimie. Il y avait Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mbappé, qui soit parti, en soi, c'est pas la solution. C'est pas le fait de son départ qui est une solution ou de l'arrivée d'un autre joueur qui est une solution. Il y a pas de chose qui se crée au PSG particulièrement ou qui se perd. Par rapport à ça, il y a des clubs tels que le Barça. On a vu très très bien. Et là, je suis pas du tout d'accord avec Mathieu. C'était la solution. Mbappé devait partir et on joue mieux. Au Barça, lorsque t'as un super sub qui part, t'as un effondrement. Il y a des clubs comme ça où ça se passe pas comme prévu, ou même avec du travail 3 ans en amont de recrutement où on prépare un gros départ. Et quelqu'un d'important part tel que Mbappé, on aurait pu avoir ce scénario où le PSG s'effondre totalement. Ce n'est pas le cas. C'est déjà quelque chose de bien et il va falloir pas s'y habituer, mais se battre au quotidien pour que ça reste quelque chose qui soit au sein du club. Ensuite, comme tu le disais, en effet, la Ligue 1 c'est pas du tout la même chose que ce qui va être joué en Ligue des Champions. Ce PSG là, qui est quand même un PSG plus jeune en termes d'expérience, n'aura peut-être pas les armes nécessaires pour la Ligue des Champions. Mais on peut quand même souligner le fait que ce PSG là, par rapport aux autres années, et ça vient marquer un gros contraste, a un collectif qui est assez linéaire. Quand je dis linéaire, il n'y a pas de grand pic de joueurs à carte à 98 fut ou 96 fut pour faire la comparaison à ce jeu vidéo là, mais au contraire une équipe qui se base vraiment sur une alchimie qui est beaucoup plus collective que les années précédentes. Luis Enrique, Paris Saint-Germain joue mercredi. Luis Enrique, il a taillé les haies. Et la seule tête qui dépasse, c'est lui. Et c'est ce qu'il voulait. Et il a la main sur le vestiaire. Ça, moi, j'applaudis. Après, sur le niveau footballistique du PSG, j'attends de voir. Je dis pas que c'est mauvais. On disait justement les actions. Je suis obligé d'en mettre au moins 4-5 actions pour mettre au moins 1 ou 2 buts. C'est pas instantané. Donc, contre ce Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est Luis Enrique. Rappelez-vous que les jeux du Luis Enrique avec le Barça ou avec l'équipe d'Espagne, c'est-à-dire, il y a beaucoup on touche beaucoup le ballon. Surtout, il s'agit de pas le perdre parce que c'est la seule façon de pouvoir marquer, c'est quand on a le ballon. Donc, c'est la première des choses. Le Maroc a démontré le contraire. Non, mais c'est la discipline. Non, mais c'est vrai. Et pas que le Maroc. Pas que le Maroc. Le Japon aussi, lors de ce même mondial. La démonstration, ce que je veux dire par là, c'est la technique de Luis Enrique. Et puis, il faut aussi mettre en place son schéma tactique qui n'est pas facile non plus. Luis Enrique est quelqu'un qui est capable d'un match à l'autre d'échanger 5 ou 6 titulaires. Lui, il l'a fait à l'équipe d'Espagne, il l'a fait avec le Barça et il le fait aussi avec le PSG. Mais surtout, il faut le reconnaître qu'il a apporté quelque chose, c'est-à-dire il a apporté des nouveaux joueurs, parce que Saïr Emery et Barcola, ils donnent l'opportunité à des jeunes joueurs. Tu as raison Mathieu quand tu parles de Neves, mais il y a aussi Vitinha qui est capable de faire des belles choses. Il y a des hauts et des bas, mais c'est un joueur qui vaut vraiment la peine. Donc il a apporté quand même de la tranquillité au niveau du vestiaire, parce qu'il y avait un poids voulu ou pas voulu, mais qui était réel, avec la figure d'abord de Messi, Neymar et puis Mbappé, et puis juste Mbappé et ses mauvaises relations avec le club. Ça cause des problèmes au niveau du vestiaire. Le ressenti, il est là. Donc c'est le système à Luis Enrique. Par contre, n'oublions pas aussi qu'il y a une phase B du côté de Luis Enrique. Ça s'est très bien passé au début avec l'équipe d'Espagne. Mais la dernière année de l'équipe d'Espagne, ça a été horrible parce que il ne trouvait plus la formule avec les mêmes joueurs, il ne trouvait plus la formule. C'est un peu ce qui se passe avec Deschamps et l'équipe de France peut-être. Il a soudé l'équipe, ça c'est une réalité, il a toujours fait avec les joueurs qui ont été sous ses ordres. Il a créé une vraie équipe, mais ça ne dure pas éternellement. Donc, je pense que cette année, on va le voir, il va être beaucoup plus à l'aise, cette équipe du PSG, parce qu'elle a déjà intégré le système de jeu de Luis Enrique. Par contre, n'oubliez pas que Luis Enrique a quitté le Barça volontairement au bout des 4 ans, parce qu'il reconnaissait qu'il était plus capable d'apporter quoi que ce soit à cette équipe et qu'il allait rentrer dans une espèce de boucle où il n'apportait plus rien. Il a décidé, comme d'ailleurs l'a fait aussi Guardiola, et comme l'a fait Zidane. C'est-à-dire, les grands entraîneurs sont capables de se rendre compte quand est-ce qu'il faut partir, et on ne les pousse pas à la porte. Mathieu voulait rester, c'est pour ça. Didier Deschamps, c'est un message pour notre sélectionneur, Juan Rosé. Non, moi je vais partir aussi. C'est très intéressant parce que Luis Enrique l'année dernière a souvent demandé en conférence de presse aux journalistes de la patience, que ça allait venir, qu'il allait construire son groupe. Aujourd'hui, on y est.
quand je dis que le problème est réglé et que la solution miracle c'était le départ d'Mbappé, c'était pas pour critiquer Kylian Mbappé. C'était pour simplement dire, Juan Rosé l'a très bien dit, cette ambiance dans le vestiaire et le fait que sur le terrain, si vous aviez remarqué l'année dernière, à partir du moment où le Paris Saint-Germain se projetait en contre, on cherchait immédiatement du regard Kylian Mbappé. Et ça se passe exactement pareil en équipe de France. Il faut faire la passe à Kylian. Mais consciemment ou inconsciemment. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, on part en contre-attaque. C'est plus la même chose. À 4-5 avec un Ousmane Dembélé, avec un Barcola, avec un Zaïre Emery, avec un Neves. Aujourd'hui, on lève les yeux pour voir qui est le disponible le plus, pour voir qui est en meilleure position pour marquer le but ou pour faire la dernière passe. C'est à ce moment-là que je dis que c'est la meilleure solution, c'est le départ de Kylian. Maintenant, aujourd'hui, on le voit, Luis Enrique, même lui, ça lui enlève un poids, le fait que Kylian soit parti. Il arrive en conférence de presse avec un léger sourire. Alors que l'année dernière, mais tu rigoles, Juan Rosé. Non, parce qu'on lui a posé lors du premier match la question. On va revenir sur le Paris Saint-Germain. Mais attendez, un journaliste espagnol, c'est vrai. Toujours là. Parce que l'année dernière, il arrivait en conférence de presse. Excusez-moi, monsieur. On va revenir sur le Paris Saint-Germain. T'inquiète pas, sur la dernière partie avec la Formule 1. À de suite, chers auditeurs. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et oui, pas mal de choses à dire. 20h39, on est en live jusqu'à 21h. Un petit clin d'œil aussi à Karim qui nous écoute. Sans oublier Mourad, voilà, en moto avec les écouteurs. Faut faire attention, hein. Justement, surtout si on est sur le périph', hein. Bon, le périphérique parisien, ça va être à 50 km/h. Annan, faudra partir très tôt. Les écouteurs, faut faire attention sur le périph' et sur le banc de Domenech. Annan est de la partie avec Juan Rosé, sans oublier Mathieu. On parlait du Paris Saint-Germain version Luis Enrique, son Kylian Mbappé, justement, le Madrilène. Et c'est vrai que bon, on s'est dit que voilà, maintenant on n'a plus Kylian, on a d'autres joueurs, peut-être voilà, de nouvelles stars. On approche, hein, des stars mondiales. Et peut-être ça le fera, on le rappelle, ce mercredi 18 septembre, c'est ça, hein, Juan Rosé, face aux Espagnols de Girone. Donc c'est un premier match assez facile. 21h. A priori pour l'équipe du PSG, il ne devrait pas avoir de problème pour battre une équipe qui il y a 3 saisons a été en deuxième division, qui se retrouve en première, qui fait une très belle Liga la saison dernière, mais voilà, qui est complètement inexpérimenté à ce niveau de la compétition. Mais par contre, j'ai très hâte de les voir justement à ce niveau-là. Après, il y a des matchs qui vont être un peu plus compliqués, puisqu'après Girone, c'est Arsenal. Il va falloir aller jouer donc en Angleterre. Il va falloir jouer Arsenal à domicile. Bon, après c'est le PSV. Je pense que c'est facile pour le PSG. Mais après il y a quand même 2 matchs assez compliqués. Donc ils vont recevoir l'Atlético Madrid ici à Paris, et on enchaîne 15 jours après avec le Bayern de Munich. Et c'est là, Bayern de Munich, c'est fin novembre. Donc c'est là où on va voir effectivement quel est le vrai niveau de ce PSG au niveau européen. Et je crois que c'est la première fois qu'il se rencontre avec l'Atlético Madrid. Enfin, l'Atlético Madrid. Peut-être, oui, je crois qu'il a toujours eu, qu'il va jouer l'Atlético Madrid. Exactement. Bon, c'est un match à domicile, donc c'est bien pour le PSG, plus compliqué pour l'Atlético de Madrid. Mais là, c'est vraiment des matchs où effectivement on va voir ce niveau-là, et surtout ces matchs importants du Bayern de Munich fin novembre. Mais tu vois, avec ce qui est génial avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est qu'aucun match n'est facile pour toutes les équipes. Et il y en aura des matchs. Hein. Et j'ai hâte de voir le PSG recevoir Rijon mercredi prochain, parce que l'année dernière, il faut rappeler quand même qu'ils ont battu le Barça. Ils ont battu le Barça 2 fois même, l'année dernière. Ils ont embêté le Real Madrid, ils ont battu l'Atlético Madrid. Donc c'est pas des petits clubs de Liga. Donc alors il est quand même entraîné par le frère de Guardiola. Oui. Donc il a dû insuffler justement une certaine philosophie justement dans le jeu. C'est une équipe qui est inférée à Manchester City. Donc Manchester City prend des joueurs qui après vont dans d'autres clubs, et notamment du côté des Girondins. Mais par contre, il y a quelque chose que tu as dit qui m'inquiète un peu, et je suis pas tout à fait d'accord. J'attends voir avec cette nouvelle formule. Il y a des affiches qui sont très intéressantes, mais je ne sais pas si ça va être des beaux matchs. Il y en a beaucoup. J'ai des doutes. Pourquoi ? Parce qu'avec ce système où tu as 16 équipes qui vont être qualifiées, tu vas gagner 3 matchs. Et tu vas faire quoi après ? Tu vas envoyer des remplaçants. Tu vas faire passer des remplaçants.
parce que tu sais qu'il était déjà qualifié. Ouais. Donc j'attends de voir un peu la mise en place de tout ça. Pas forcément. Parce que j'attends de voir un peu. Pas forcément, parce que t'as les 8 premiers qualifiés. On le rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas suivi. T'as les 8 premiers sont qualifiés du 9e au 24e. Il y aura des barrages. Et du 25e au 36e, ça sera merci, bonsoir. Mais c'est pour ça que tu peux pas te permettre de faire de turnover. Parce que si en barrage, tu te retrouves avec un Paris Saint-Germain, Manchester City, on fait comment ? Non mais oui. Est-ce que tu vas te permettre de gérer sur un match contre le PSV ou je sais pas qui, en sachant que tu peux ne pas te qualifier dans les 8 premiers et jouer en barrage, donc même pas en 8e, en barrage de Ligue des Champions contre un Manchester City ou un Barcelone? C'est trop compliqué. Attention, le match face à Gérone. Luis Enrique est quelqu'un, je te disais tout à l'heure, qui est capable de changer son équipe de 5, 6, 7, voire 8 joueurs. Est-ce qu'il va prendre le risque? Est-ce qu'il va prendre ce risque-là? Ce que je veux dire par là, qu'il a l'habitude de faire ça. C'est quelqu'un qui essaye de calculer les risques, qui aime le turnover, et dès qu'il verra que son équipe est qualifiée, je suis pas étonné qu'il le fasse, mais pas que lui, il y a d'autres entraîneurs, d'autres grosses équipes qui vont certainement. Mais j'attends de voir. Là, c'est une première saison avec ces nouveaux systèmes. Allons voir comment ça se passe. Mais attention, ce mercredi 18 septembre, le premier match Paris Saint-Germain, Gérone, 2 ailiers à suivre, 2 futurs stars peut-être. Et chaque match nous le confirme aussi. Tchikankov, c'est l'Ukrainien, et sans oublier Brian Hill. C'est ça? Ouais, aussi. Oui, encore un espagnol. Tout à l'heure, en parlant du PSG, je l'ai pas nommé mais il y a Fabien Gil aussi. C'est quelqu'un qu'on connaissait pas vraiment parce qu'il n'avait pas été très performant, et ils ont découvert un joueur en Coupe d'Europe. Ils ont dit mais merde. Il est chez nous, ça. Donc voilà. C'est-à-dire que le PSG a un très beau effectif. Ça, c'est une réalité. Il y a des joueurs qui vont, je pense, exploser cette année au PSG, et notamment Fabien. Mais il manque du caractère dans cette équipe. À chaque fois, c'est la même histoire. Là, on va enchaîner les matchs de Coupe d'Europe. Il y en a beaucoup. Il doit y avoir du turnover, etc. Le seul souci, c'est vrai, on a enlevé Kylian Mbappé, mais on enlève aussi du caractère. On enlève justement cette aura justement qui permet exactement, et moi ça me pose problème. Solal, ça lui pose problème peut-être à lui aussi. Non, il y aurait une tolérance évidente pour cette premier essai de Ligue des Champions revisité en mode tournoi et beaucoup de matchs et championnat à la fois. Mardi, mercredi, jeudi. Le sujet de barrage, je le trouve vraiment très intéressant. Indépendamment des demi et des finales, je pense que ça va être la période de la Ligue des Champions la plus intéressante, et surtout avec les matchs les plus explosifs. On a l'habitude des barrages qui se passent avant les compétitions, et des fois des tout petits barrages qui vont se passer mais que pour les 3e et 4e de groupe. Là, on va avoir en exclusivité pendant une période de 2 mois, je pense, voire de 1 mois et demi, des équipes entre la 8e et la 24e place qui vont s'affronter en barrage. Je sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais ça va donner donc des affiches qui vont être totalement uniques, et surtout des équipes qui vont avoir l'occasion de se qualifier directement, non pas pour des poules, mais pour des phases finales. Je pense tout simplement dès mercredi, il y a des matchs de fou. Mais ça casse le rythme. Dès mercredi, il y a des matchs de fou. Évidemment, parce que les 8 premiers, ils vont attendre à faire des barbecues, etc. Et ils perdent le rythme. Et ça casse le rythme de la compétition. Indépendamment de ces équipes-là qui sont dans un paquet que tout simplement je mets de côté pour ces barrages-là parce qu'ils n'en font pas partie, je pense tout simplement, et ça c'est le point sur lequel je pense qu'il va falloir qu'on se concentre. C'est là que sera le cœur de cette compétition-là. Entre ces équipes de la 8e à la 24e place, on aura des affiches explosives. Pas de par l'affiche et les 2 équipes qui seront conviées, mais les matchs en soi vont être d'une nervosité, je pense, terrible. Déjà, et jamais mardi, allez, le gros match, on va le balancer comme ça. Bon, j'aime bien le Juventus PSV Eindhoven, ou sinon le Milan AC Liverpool. Il est assez incroyable. Le mercredi, jour de match pour le Paris Saint-Germain, on aura le Manchester City, l'international des Milanais. C'est assez incroyable là aussi. Et on verra pour le Monaco-Barcelone ou l'Atalanta-Arsenal. Ça sera pas mal aussi. Même je mise bien sur le Benfica. Par rapport à ça, moi, c'est plus les derniers matchs qui posent problème, où effectivement, quand ils vont se qualifier, le dernier match, là ça va poser problème. Là, parce qu'ils vont mettre leur équipe B, là ils vont fausser justement toute la compétition.
où certaines équipes vont jouer, en tout cas la qualification, il y en a, ils vont pas jouer les jeux, et c'est là où ça va tout fausser. Moi, c'est plus sur les derniers matchs qui me pose problème. Ouais, ces derniers matchs contre C. Non, dernier match, pas friand. Tu gagnes. J'ai l'impression avec Adnan. Le premier match, tu es pratiquement sûr. J'en parlais Solal. Ça dépend mais tu es pratiquement sûr d'être qualifié en tant que premier. Reste à voir. C'est pour ça. Il avait pas tort. Allons voir. J'attends de voir, sincèrement. Ouais, c'est ça. Allez, on va attaquer justement le goudron avec le Grand Prix de Bakou. Et oui, l'Azerbaïdjan, le directeur de l'équipe de la Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, on le rappelle, a déclaré qu'il était déterminé tout de même, Mathieu, à maintenir la forme victorieuse de son équipe, Et oui, son écurie lors de la prochaine course, après justement cette victoire en Italie à domicile. Là aussi, ça prend de l'essor et ça va bien. Ouais, ça va bien pour le Ferrari avec un Charles Leclerc qui remporte 2 courses cette saison chez lui à Monaco et dans la grande maison Ferrari à Monza. Donc c'est ça. Il le disait chez nos confrères de Canal la semaine dernière qu'il pouvait pas espérer mieux parce que gagner les 2 grands prix à domicile c'est fantastique. Ouais. Maintenant, il y en a un pour qui ça va beaucoup moins bien, c'est Max Verstappen, parce que Max Verstappen, il a pas gagné depuis l'Espagne. Il a pas gagné depuis l'Espagne. Donc ça fait un petit moment. Si on rappelle juste très rapidement les derniers vainqueurs de Grand Prix, donc depuis Verstappen en Espagne, on a eu Hamilton, on a eu Russell, on a eu Piastri, Hamilton à nouveau, Lando Norris et Charles Leclerc donc en Italie. Donc ça fait 6 Grands Prix que Max Verstappen n'a pas gagné. Il a été en difficulté parce que la concurrence a progressé et parce que Red Bull n'a pas progressé tant que ça. Donc, et puis il y a un conflit, il y a un climat de conflit aussi à l'intérieur, en interne chez Red Bull. Parce qu'il est un peu seul, Max Verstappen. Ouais. Sergio Pérez est très loin au classement. Il fait pas de bonnes courses, il fait pas de bonnes qualifications. Il a été prolongé, Pérez à Red Bull, chez Red Bull, mais c'est pas sûr qu'il soit encore là l'année prochaine. Peut-être que les patrons, peut-être que Christian Horner va changer quelque chose. En tout cas, Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren, ça progresse fort. Ce sont des très jeunes pilotes qui sont très prometteurs et les McLaren sont là et McLaren aussi progresse à une vitesse extraordinaire et Lando Norris n'est plus qu'à 62 points de Max Verstappen. Il reste encore presque la moitié des courses à faire. Attention, c'est pas terminé. Donc c'est loin d'être terminé. Verstappen et 241. Donc ça fait 62 points. Il y a 62 points d'écart. Il reste beaucoup de courses à faire. Ouais. McLaren continue de progresser. Lewis Hamilton a regagné 2 courses sur ses 6 derniers Grands Prix. Ça faisait une éternité que Lewis Hamilton n'avait pas gagné. Il a gagné chez lui en Grande-Bretagne à Silverstone. Donc il y a beaucoup d'équipes qui progressent. Et puis on a Red Bull qui stagne un petit peu. Donc forcément, le niveau il est un petit peu resserré. Ouais. Il stagne. La Scuderia, les flèches d'argent aussi. Mercedes progresse et McLaren est là, est toujours là à une vitesse complètement folle. Parce que l'année dernière à la même période, McLaren était complètement largué. Merci. On savait pas. Et là, c'est pas la même donne. On savait pas si Zach Brown allait tenir sa tête jusqu'à la fin de l'année. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est la meilleure voiture du plateau et que Sergio Pérez étant moins bon que Verstappen, en tout cas en qualif et en course. On se disait que peut-être Verstappen à lui tout seul pouvait aller chercher le titre et pilote et constructeur pour Red Bull. Alors, mais ça se resserre tellement vite. On aimerait justement. On aimerait parler un peu de ces autres écuries, notamment. Tu en penses quoi de ceux des Anglais d'Aston Martin? Oui, avec Alonso, Adrian Newey aussi qui va venir l'année prochaine aussi. On a Fernando Alonso qui est toujours là, qui a 43 ans de mémoire, mais qui a fortement critiqué il y a à peine 10 jours Aston Martin parce que il considérait qu'elle n'avance plus. Non, c'est qu'elle stagne et que qu'ils sont largués. Aston Martin est complètement largué. Je parlais de McLaren l'année dernière au même moment. Français aussi malheureusement là. Et à la même période l'année dernière, Aston Martin et Fernando Alonso jouaient des podiums en Formule 1. Ouais. Et aujourd'hui, la dynamique s'est complètement inversée. Donc pour un mec comme Fernando Alonso qui a gagné 2 titres de championnat du monde avec Renault à l'époque,
Aujourd'hui, de se retrouver. Les Aston chez peut-être Aston vont Martin, évoluer. Après avoir quitté Alpine. On leur laisse le temps, non? Il y a 2 ans. Non, on leur laisse pas le temps. On laisse pas le parce temps. Parce qu'on a un Lorenz ultra compétitif. Il n'y a pas les bons touches là. Il y a pas les bons touches là. Il faut y aller. Il faut y aller. On laisse pas le temps parce qu'on a un homme d'affaires qui est à la tête d'Aston Martin, qui est Lorenz Stroll, qui est le père de Lance Stroll, qui est le deuxième pilote avec Fernando Alonso, qui met beaucoup d'argent et il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour pour lui. La voiture est pas bonne et puis les pilotes ont du mal à s'adapter à la pilote. La première place du français est à la 14e. Pierre Gasly. Pierre Gasly, mais parce que voilà, là aussi il y a une année de transition pour Alpine avec Esteban Ocon qui va partir l'année prochaine chez l'écurie américaine Haas, qui va rejoindre Oliver Burman, qui est un jeune pilote aussi, qui va faire sa première année l'année prochaine chez Haas en Formule 1. Et Pierre Gasly, en fait, ils essayent de faire tous les week-ends, c'est un petit peu le même discours. C'est qu'on fait de notre mieux, la voiture elle est pas top, mais on fait ce qu'on peut pour aller chercher des points. Ils font. Voilà pour toutes les infos concernant les goudrons et le championnat qui est la FIA, la Formula One, avec Mathieu, notre consultant. Un grand merci à Mathieu, vraiment, de nous avoir accompagnés ce soir, à moi, aux auditeurs, aux auditrices de Beurre FM, à Annan, d'avoir fait sa rentrée, avec aussi Juan José. Merci messieurs. Merci. Et puis on se voit pour le match des Giron, c'est ça? Ah ben ouais. On dit Giron ou Giron? Allez, Giron, c'est un club qui est au nord de l'Espagne, en deuxième division. Et Giron, de Girona en espagnol. C'est ça. C'est ça. Qui est le club catalan. Voilà pour la petite leçon. Merci Juan José, merci à la réalisation avec Solal et aussi un petit clin d'œil à Nabil. Eh oui, Nabil il était fan amoureux des Aston Martin. Il a trop vu de James Bond, c'est pour ça. Allez, on vous laisse en compagnie de la suite des programmes sur Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.